Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours dans l'émission, on parle ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré au ventre de Paris et de l'Île-de-France. C'est bien sûr Rungis, plus grand marché de gros en Europe. Rungis est en pleine effervescence pendant les fêtes de fin d'année. Une fourmilière qui s'active pour nous garantir les plus beaux produits possibles sur nos tables de Noël. Alors quels sont les produits phares cette année? Quels sont les volumes écoulés pendant cette période? Comment soutenir nos éleveurs et nos agriculteurs pendant la crise qu'ils connaissent? On va en parler avec Stéphane Layani qui est notre invité. Il est accompagné d'un artiste primeur. Je vous les présente très rapidement. En culture, le parcours du roi, c'est au château de Versailles. Une visite spectacle exceptionnelle dans les grands appartements à la rencontre de la plus célèbre des reines de France, Marie-Antoinette. Dans C'est tout bon aujourd'hui, Laurent Saloche vole au secours des retardataires pour qui il manque quelques cadeaux encore sous le sapin. Elle a des très bonnes idées pour nos épicuriens préférés. Ça sera en fin d'émission. Tous les ans, c'est la même frénésie qui s'empare du plus grand marché de gros d'Europe. Rungis bouillonne à l'approche des fêtes de fin d'année. Une activité importante pour ces travailleurs du petit matin qui nous assurent des fêtes de fin d'année réussies. On en parle avec nos deux excellents invités en plateau. Stéphane Layani, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes PDG du marché de Rungis, président de la Cemaris. Vous êtes accompagné d'Atef Barbouche, artiste primeur LFL Création. On a d'ailleurs une très belle création à vous juste devant nous. Ça donne très fin, c'est très réjouissant, ces couleurs, ça fait très envie. On va en parler bien sûr. Stéphane Layani, je le disais en introduction, la période des fêtes de fin d'année, c'est toujours un moment très important à Rungis, un moment de bouillonnement, d'effervescence, avec, c'est vrai, un pic d'activité énorme pour ceux que vous représentez. Pour nous, c'est vraiment la période phare, la période la plus importante. Et je dois dire, Victoire, c'est toujours un plaisir renouvelé d'arriver au péage, de faire la queue. Ça veut dire qu'il y a du monde, de ne pas pouvoir aller dans son pavillon préféré parce qu'il y a trop d'acheteurs. Et en fait, c'est là que ça se passe, c'est à Noël, c'est à Rungis. C'est à Rungis que vous allez réussir vos fêtes de fin d'année parce qu'à Rungis, on trouve de tout à des prix abordables, de la qualité et une immensité de références, de goût et de saveurs. Est-ce qu'avec la morosité ambiante, l'actualité qui est celle qu'on connaît, les gens ont encore plus envie de ces moments de convivialité, de partage, du plaisir de la table tout simplement? Moi j'en suis sûr. Les gens ils ont envie de se retrouver en famille, avec les copains et avec les enfants. Ça implique des beaux produits sur la table. Exactement. Et le meilleur moyen d'attirer ses enfants, c'est d'avoir un beau repas avec des cadeaux à la fin. C'est évident. Et donc nous on a beaucoup de chance cette année. Il y aura 2 week-ends et de fêtes qui se succèdent. Le calendrier est bien fait et je pense qu'on va bien manger. J'aimerais qu'on écoute Jérémy Augereau, il est directeur gastronomique à la Maison Reynaud et il parle de l'importance de cette période des fêtes de fin d'année pour tous ceux qui travaillent au marché international de Rungis. On l'écoute. À partir du 18-20 décembre, pour nous, c'est le pic d'activité et ça va être la guerre ici, la guerre des commandes. Alors maintenant, il y a beaucoup de précommandes. Je pense que les gens viennent un petit peu moins sur le carreau pour venir acheter en direct. Mais par contre, tout ce qui se passe au siège, c'est grosse... de toute façon, en 3 jours, on fait 50% de notre chiffre. Donc, pour nous, il ne faut pas louper, quoi. Vous confirmez, Atef Barbouche, c'est le moment où il ne faut pas se louper, où il faut donner le meilleur de soi-même, parce que c'est là où les volumes écoulés sont importants? Exactement, et c'est vrai qu'avec la chance que nous apporte toute la diversité qu'on peut retrouver sur le marché de Rungis, on peut régaler tous nos clients aujourd'hui. Et vraiment, on a vraiment de tout. Donc tout le monde peut se régaler, tout le monde peut faire des belles tables. Et moi, en tant qu'artisan primeur, je suis très fier d'aller tous les matins sur le marché justement de Rungis pour trouver tous les produits que je souhaite. Et grâce à toute cette diversité, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure Stéphane, j'ai la chance de pouvoir faire des créations magnifiques, exceptionnelles. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'artistes dans le monde qui m'ont envie d'avoir
tous ces produits à disposition. Oui, parce que vous êtes dans le plus grand marché de produits frais au Quelle monde. chance, Ça, quelle c'est quand chance. même assez incroyable C'est comme dingue. sourcing de produits. Et ça se voit dans la qualité de ce que vous proposez. C'est des produits frais qui ont conservé tous leurs arômes, toutes leurs couleurs. On le sent jusque-là. Ça se ressent déjà quand on la voit et ça se ressent quand je vous regarde. On voit que ça vous donne des couleurs, quoi, cette bûche, quoi. Et moi, je suis très content justement de pouvoir apporter d'un peu de cette diversité qu'on retrouve sur le marché de Rungis. Parce que le marché de Rungis, c'est une ville dans la ville et on y retrouve vraiment le meilleur poisson, la meilleure viande, les meilleurs fruits. Et vraiment, on a toute cette... fromage. Et bien sûr, et bien évidemment, en Oui, fromage. vous n'oubliez jamais la composition totale d'une table. Stéphane Layani, c'est Exactement. important, bien Et sûr. moi, je trouve qu'on a de la chance dans notre pays, on a les plus beaux produits. Et si on n'est pas capable d'en faire une symphonie, ben c'est dommage. Et c'est ce que fait l'artisan primaire qui est en face de nous, une symphonie de et ses produits. ATF, moi j'ai découvert ATF il y a une dizaine d'années. Il est en train d'inventer, il a inventé, c'est lui qui l'a inventé, le pâtis-fruit. Et vous allez voir, c'est une explosion. C'est une idée géniale. Hein. J'ai rien contre la farine, mais là, il n'y a pas 1 gramme de sucre ajouté, 1 gramme de farine. Et souvent, après les repas un peu copieux des fêtes, c'est vrai qu'on se voit mal remanger un dessert qui peut être à base de crème pâtissière, de feuilletage. C'est vrai qu'on a souvent envie, et tout le monde le dit tous les ans, de glace, de fruits, de produits frais, non transformés. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être absolument délicieux. Stéphane Layani, dans une interview que vous avez donnée à BFM Business, vous reveniez sur le modèle grand frais et son intérêt. Est-ce que ça veut dire que demain, les Franciliens, les Parisiens qui nous écoutent vont pouvoir venir faire leurs courses à Rungis? Alors, d'abord, on va créer la Cité de la Gastronomie Oui. en 2028. Et à la Cité de la Gastronomie, à Rungis, vous aurez une halle aux saveurs Génial. où on trouvera tous les produits de Rungis à des prix défiant toute concurrence, de grande qualité, très très frais, parce qu'en matière de fruits et légumes, Il n'y a pas plus frais, la fraîcheur a beaucoup d'importance. bien sûr. Gardez une fraise 10 jours dans votre frigidaire, vous verrez comment elle est. Et souvent, ça arrive quand on l'achète. Ce projet, il est pour quand? Alors ça, c'est tout de suite. Et quant au modèle grand frais, c'est l'idée que si on est ensemble, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Quels sont les produits phares de cet hiver, Stéphane Layani, ceux qu'on va retrouver sur nos tables? Je vous laisserai compléter, bien sûr, côté fruits et légumes. D'abord, les grands produits traditionnels, les gens ne veulent pas faire l'impasse dessus. D'accord. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le foie gras a baissé de plus de 15%. On a un peu de mal à en trouver cette année, on a l'impression que les stocks sont moins importants. Il y en a plein. Il y en a plein? Il y en a plein. Vous le trouverez chez vos détaillants traditionnels, Ok. sur les marchés, chez vos bouchers, chez vos charcutiers, chez vos traiteurs. Vous trouverez de l'excellent foie gras. Et si vous êtes malin, vous le faites vous-même. C'est pas si compliqué. Hein. Vous achetez un foie gras frais, vous le dénervez, vous le faites mariner une nuit, puis ensuite à 120 degrés, sous vide, c'est peut-être plus facile, au four vapeur, pendant une quarantaine de minutes, et vous avez un foie gras. Il faut le laisser Maison reposer. et délicieux. Délicieux. Donc le Non, foie gras, ça reste un incontournable c'est de un nos fêtes de fin incontournable. d'année. Moi, je conseille, avant tout, les coquilles Saint-Jacques qui sont très peu chères. Le chinchard. Le chinchard, pour ceux qui Le nous écoutent. chinchard, ça c'est un poisson exceptionnel, très bon pour le cœur, et en même temps, très original. Vous nous prodiguez mettez- même des conseils cités. Ah ben oui, vous faites faire C'est un bon cuisinier. c'est pas cher, des filets de chinchard par votre poissonnier. Vous mettez une sauce yakitori dessus et vous vous régalez. Un vrai Alors, connaisseur. en volaille, j'incite à la dinde, ou mieux, à la pintade chaponnée. Pintade chaponnée, d'accord. Et je pense que l'accompagnement de cette année, ça va être 2 choses. Il faut absolument avoir des... Bon, c'est un nom un peu terrible. Les trompettes de la mort? Les trompettes de la mort. J'adore ça, c'est mon Très champignon peu préféré. cher, très très délicieux. bon. Très, très vous bon. faites une fricasse avec de facilement, l'ail, Du du persil. persil, des trompettes de la mort. Vous avez, c'est noir, c'est beau, c'est Arrêtez, j'ai bon. faim. Et puis, surtout, il faut vraiment cuisiner du chou-fleur. J'étais sûre que vous alliez Le me dire ça. chou-fleur est Non, abondant. Stéphane, Je vous t'assure que suis j'ai sur mangé un beaucoup de choses. chou-fleur hier soir gratiné au four. C'était délicieux. délicieux. Ah, Le moi, j'ai chou-fleur, du mal l'erreur- avec le chou-fleur. Non, mais J'ai un peu l'erreur- l'impression d'être punie de manger du chou-fleur à L'erreur Noël. du chou-fleur, c'est nos mamans. Excuse-moi, maman.
Il ne faut pas le faire blanchir. Ok. Et vous le mettez directement au four. Vous l'assaisonnez avec de l'huile de sésame, des grains de sésame. Et du citron, c'est très bien. Du citron. Ok, un c'est peu d'acidité. délice. Ce Et que vous ne dites pas, c'est parce qu'il y a trop de chou-fleur en ce moment qui est produit et qui est récolté. Oui, mais il n'est pas cher. C'est vrai qu'il est pas cher. Ce qui est bien sur le marché de Rungis, on retrouve également le mini chou-fleur, qui lui se mange cru, C'est vrai, comparé au grand. Et il est délicieux, vous verrez, ça n'a rien à voir avec le gros chou-fleur qu'on trouve dans les rayons habituels. Et c'est un un peu chou-fleur plus qui est fin, très non? raffiné, Ouais. qu'on peut manger avec un petit filet de citron. Et c'est vraiment délicieux en Si vous apéritif. voulez aller aux urgences, vous le passez à la mandoline. Oui, c'est un coup à se couper la main. C'est très Et- dangereux. ouais. Mais clairement, couper fin, cru, c'est bon aussi. C'est délicieux. En dessert, côté fruits, qu'est-ce qu'on choisit cette Alors année? écoutez, comme tous les ans, moi pour les fêtes, je conseille le litchi. Oui. C'est quand même une star de notable tous les ans. Le litchi, les belles poires de saison aussi. On peut retrouver comme ici de la belle poire comice de la maison Mounirac exceptionnelle. C'est une poire qui va être fondante, Bien sucrée, oui. juteuse, un parfum. C'est comme si vous mangiez un sorbet. J'ai bien dit manger un sorbet, même si ça se mange pas un sorbet. Dans votre Alors, création, je vois du pitaya. du pitaya rouge et du melon blanc, de l'ananas, magnifique. du kiwi. Et là, vous avez vu, entre le kiwi et la mangue, vous avez un caviar de mangue, fruit de la passion. Oh, ça a l'air extraordinaire. Coupé très finement et ça apporte justement ce Mais côté pourquoi sucré avec tu te compliques la vie? Tu fais une salade de fruits. de Mais c'est son métier, Stéphane. de clémentine corse. Oui. Tu mets les enfants à les éplucher en petits quartiers. Tu mets un peu d'alcool, de préférence du Grand Marnier. C'est délicieux. Tu vas faire un dessert Ça, exceptionnel. c'est pour nous, ceux qui Bravo. sont Ou pas doués. Ou alors, J'ai une salade tu d'orange. prends de la Gold Rush, c'est-à-dire une pomme extraordinaire, tu l'épluches, tu la coupes en quartiers et tu mets un peu de miel dessus. Magnifique. Pas bon, ça? Excellent. Et moi, je vais vous donner une recette facile, rapide, Ah en oui, 2 super. minutes, Pour que ceux tout le qui monde nous peut faire à la maison. Vous prenez une bonne orange, parce que c'est quand même, les oranges, c'est la star de nos tables. Nos Bien mamans sûr. nous faisaient manger des oranges à Noël. Et donc, on met une grosse orange, on l'épluche, on la coupe en 4, juste Oui. en 4, et vous la faites revenir à la poêle avec un peu de miel, et c'est exceptionnel. Ah ouais, là, Ça, je c'est t'ai une donné très de bonne l'idée, tu vois. C'est un échange de bons procédés. Je vous vois, je vous surveille. Autant d'excellentes inspirations. Si vous êtes fortuné, vous prenez la bûche aux fruits, Qui est la tête magnifique. en bouche. Évidemment, évidemment. Et même si vous n'êtes pas fortuné, vous pouvez la prendre comme. Ça vaut combien? C'est entre 59 et 129. Ça reste Tout dépend abordable. la- C'est le la prix taille des de la bûches bûche. chez nos pâtissiers, en effet. Ça va. Voilà. Stéphane Layani, je me tourne vers vous. C'est difficile de ne pas mentionner la crise des éleveurs, cette dermatose nodulaire qui plane comme une épée de Damoclès sur nos éleveurs français. Comment est-ce qu'on peut les soutenir dans cette période difficile? Je crois que la meilleure façon de soutenir les agriculteurs et surtout les éleveurs français, c'est d'acheter de la viande française. Et donc c'est très simple pour acheter de la viande française. Moi, je ne crois pas aux étiquettes, je crois au boucher. Vous D'accord. allez chez votre boucher et vous lui dites Donc nos commerces de proximité, je cherche de la viande française. je veux de la charolaise, de la limousine, de la tarine, de l'aubrac. Il sait vous la servir et vous aurez la meilleure viande qui soit. Et nous, on en sert beaucoup à Rungis, donc ça me va très bien. On écoute la ministre de l'Agriculture nous parler de cette guerre agricole qui a déjà commencé. Elle s'était exprimée le 8 décembre et depuis la situation s'est enlisée. On l'écoute. Une guerre agricole se prépare, une guerre agricole est annoncée. Nous perdons de la souveraineté alimentaire continuellement depuis plusieurs années et le fait que notre balance commerciale soit probablement déficitaire à la fin de l'année est la traduction terrible de notre perte de production d'un côté, on produit moins et on importe plus. Donc la France, première puissance agricole de l'Union européenne, a sous les yeux la marque de son déclassement. Bilan inquiétant dressé par la ministre de l'Agriculture qui évoque notre déclassement. Ce n'est pas un mot très agréable à entendre. Et cette guerre agricole à venir, vous en êtes conscient? C'est quelque chose qui vous inquiète? Ça m'angoisse. Parce que c'est ça la souveraineté alimentaire, c'est ne pas dépendre. Et pour ne pas dépendre, il faut produire. Et on ne produit pas assez. Et pourquoi on ne produit pas assez? Parce que c'est trop compliqué? Non, c'est parce qu'il faut être attractif. D'abord, il faut donner envie aux jeunes de prendre ce métier. Donc créer des vocations? Créer des vocations. Donner envie, c'est avoir des revenus, être valorisé, ne pas avoir trop de problèmes.
être dans un contexte médiatique qui soit bon. Et puis, surtout, il faut alléger les contraintes des agriculteurs, les contraintes budgétaires, les contraintes administratives. Il faut simplifier beaucoup. La ministre a fait déjà un premier pas avec la LOA, mais il faut continuer, il faut faciliter. Et puis, sinon, c'est quoi le risque ? Si on dévisse, c'est très simple. C'est que dans nos territoires, ça sera des déserts agricoles. Et c'est pas la France, c'est pas l'idée qu'on se fait de la France. Et en réalité, non seulement, mais une filière, c'est une filière équilibrée. C'est une filière où il y a des gens qui travaillent dans une région. Avec une juste rémunération. Avec une juste rémunération, avec une diversité d'activités, avec tous les stades, c'est-à-dire la production, la transformation, la distribution et les consommateurs. Donc c'est tout un écosystème qui travaille. Et il faut dire aux consommateurs qu'il faut préférer, quand ils ont le choix et quand le pouvoir d'achat leur permette, un produit français. Et ça, c'est toujours possible. Donc il faut mettre en valeur l'origine France. Et je trouve que tous ceux qui font un acte pour mettre en avant l'origine France doivent être valorisés. Atef Barbouche, c'est quelque chose qui vous touche aussi, ce sujet ? Écoutez, je pense qu'il faut également, comme le disait Stéphane Layani, je vais juste compléter en disant qu'il faut également moderniser leurs outils de travail au quotidien. Je pense que pour certains, c'est pas évident, c'est pas facile. Et moi, ils vous le disent, ceux avec lesquels vous travaillez, ceux auprès desquels vous sourcez ? Je le vois tous les jours parce que je suis en contact avec mes grossistes, mes producteurs, donc je vois les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Et c'est vrai que par rapport à certains pays, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des machines utilisées, je pense qu'il faut moderniser, aujourd'hui, il faut être avant-gardiste dans son métier pour évoluer. Voilà. Il faut apporter des valeurs ajoutées. Qui peut avancer, l'innovation peut apporter beaucoup. Les drones, les drones, pourquoi ? Pour vérifier les champs. D'accord. Là, vous avez surveiller les champs, pour épandre qui va le faire en 1 heure et vous avez un agriculteur qui va le faire en 10 jours. C'est pas incompatible avec une agriculture durable, raisonnée sur nos territoires. Au contraire. Tout s'adapte aujourd'hui. Et on a cette chance-là de pouvoir s'adapter à tous les secteurs. Pour vous, dans votre métier, c'est difficile de vous sourcer français, de faire des achats bleu, blanc, rouge ? Non, aujourd'hui, franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir le marché de Rungis, donc c'est pas difficile du tout. On trouve du marché français tous les matins et tous les jours. Moi, j'ai plusieurs entreprises. Vous en faites une valeur cardinale, c'est quelque chose qui est important pour vous quand vous avez des produits en face de vous. Si c'est possible, vous vous dites non, je vais choisir un produit français ? Très important. Tous les matins, moi et mes acheteurs, on est sur le marché à sélectionner le meilleur qu'il y a sur les rayons. Et aujourd'hui, mes clients savent que dans nos magasins, enfin chez les primeurs en question, parce que moi, je suis pas tout seul, on est des milliers de primeurs, et on a cette chance d'aller tous les matins sur les mines et de choisir des produits exceptionnels. Et moi, je garantis à mes clients un arrivage journalier. Donc, tous les jours, on va sur le marché. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on va acheter cette fraise. Demain, on va acheter de la marade des bois. Le lendemain, on va acheter de la sifflorette. Ça garantit la fraîcheur exceptionnelle des produits que vous proposez. Exactement. Et ça garantit également des variétés. Nos clients ont la chance de pouvoir goûter 10 variétés de fraises, 10 variétés de poires en saison, bien sûr. La saisonnalité, c'est important, Stéphane. Très important. Moi, je dis aux familles et aux gens qui ont des enfants, il faut réapprendre à nos enfants la saisonnalité. Parce qu'évidemment, manger des tomates en hiver, c'est pas possible. C'est pas possible. Et les tomates françaises, elles arrivent en juin, pas en avril. Voilà. Donc c'est aussi une question de bon sens, de réapprendre à vivre avec la nature, les cycles des saisons, et revenir à une approche peut-être plus proche de la terre, plus proche de nos agriculteurs, plus respectueuse. Je trouve que c'est très important de réconcilier agriculture et écologie. C'est souvent montré comme antinomique, mais en fait, les équilibres naturels, la manière de respecter la terre, l'eau, les paysages, c'est très important pour les agriculteurs français. Et donc, moi, je dis aux consommateurs, à chaque fois que vous prenez un produit français, vous choisissez la qualité, vous choisissez les savoir-faire, vous choisissez un système éthique et social, vous choisissez les contrôles sanitaires que n'ont pas les autres. Et donc, pour toutes ces raisons-là, je crois que la souveraineté alimentaire, c'est important, mais aussi, il faut qu'on produise plus, il faut sans doute, peu à peu, faire grandir nos exploitations, les diversifier, leur donner les moyens de réussir. Beaucoup plus d'aisance. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de constituer une table de Noël 100% bleu, blanc, rouge ? Je pense que oui. Et
étant entendu que Moi, je le la confirme. mer est, Vous le confirmez? Moi, je le confirme. la mer est à tout le monde. Donc quand on pense, vous pensez notamment à nos Dans les produits produits de la mer, forcément. Par exemple, nos huîtres peuvent venir de... nos l'Ouest. huîtres sont françaises. Elles viennent Après, on peut faire des choix sur sa voilà, table. que ce soit Saint-Vaast, Des belles bonnes huîtres Marmoutier, bretonnes. ou non, mais ça peut être aussi des huîtres du sud de la France qui sont vrai qu'elles sont très bonnes aussi. exceptionnelles, hein. Et donc tout ça, ça peut faire un repas français. Moi, je peux vous en construire un à l'instant si vous voulez. Non, mais je vous fais confiance. Je sais que vous êtes tout à fait capable de nous dresser le menu de Noël idéal. J'aimerais qu'on dise un mot sur le Mercosur Oui. et qu'on écoute les propos du président de la République. Un peu plus tôt dans la journée, il dit non au Mercosur, en tout cas sur les conditions qui ont été avancées. On l'écoute. Je veux ici dire à nos agriculteurs qui manifestent la clarté de la position de la France depuis le début. Sur le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et c'est la même chose, c'est la cohérence de l'Europe et c'est une Europe qui protège son agriculture et ses producteurs. Le Mercosur, Stéphane Layani, c'était une manière d'enterrer l'agriculture française, nos éleveurs. Alors, d'abord, moi, je souhaite dire que l'accord tel qu'il est présenté est un mauvais accord. Ok, donc vous rejoignez les propos du président de la République. Je les rejoins. Je rappelle aux téléspectateurs que ça fait 25 ans qu'on négocie cet accord. Ce n'est pas un accord qui est arrivé hier, acte 1. Donc c'est des négociations qui sont difficiles. Qui sont difficiles, qui sont longues, qui ne sont pas terminées. Je souhaite dire aussi que nous avons des règles dans l'Union européenne. On bénéficie de la politique agricole commune, de la PAC, Oui. mais il y a d'autres règles. Et donc, pour avoir... il y a des règles de population, des règles de quotas par pays, pour pouvoir aller à l'encontre d'un accord qui est pris à 28. Et enfin, je veux dire qu'il faut quand même relativiser. Vous savez quel est le chiffre des importations venues du Mercosur à Rungis? Du tout. C'est 0,05%. Donc c'est une quantité infime. Très petite. Qui est petite, mais effectivement, les quotas qui sont négociés peuvent faire Est-ce que c'est peur. plutôt le symbole derrière qui est Non, c'est pas désagréable? le symbole. C'est que on ne veut pas, et moi je suis d'accord avec les organisations, avec le gouvernement, on ne veut pas importer une agriculture qu'on ne fait pas dans notre pays. Ça, c'est le C'est premier pas normal point. que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. Absolument. Ni les mêmes charges, ni les mêmes contraintes Bon, ça crée un déséquilibre environnementales. évident sur le marché. Et je terminerai C'est évident. en vous disant que c'est très important de comprendre que cet accord ne va pas pour les agriculteurs, mais que surtout, il ne va pas pour l'industrie agroalimentaire. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est de la découpe de poulet qui va aller dans les nuggets chez McDo. C'est pas des choses qu'on trouve à Rungis, où nous, on vend des poulets entiers, des fruits, on sait ce qu'on vend. Et évidemment, on a un modèle qui est ouvert à tous. Et c'est tant mieux, parce que c'est ça. Et puis enfin, il faut quand même se battre pour exporter. Et moi, je dis, mettons-nous derrière un pacte France, les distributeurs, les producteurs, l'industrie agroalimentaire, et allons vendre la France à Est-ce l'international. qu'on est sexy à l'étranger? Est-ce que les produits français sont sexy à l'étranger quand vous discutez avec des interlocuteurs à l'international? Lors des derniers voyages que j'ai pu faire, honnêtement, oui. Beaucoup, très sexy même, parce qu'on nous envie les fruits et légumes qu'on a à disposition. Voilà, moi, à chaque fois que je vais en Chine, on me dit, est-ce que vous avez des pommes? Est-ce que vous avez des On se rend plus poires compte de la chance qu'on a. On On se a rend pas beaucoup compte de quand chance. on arrive dans un pays que vous retrouvez face à 10 fruits au maximum sur la table, quoi. Alors que d'habitude, vous avez une sélection d'une cinquantaine de Assez fruits. unique. Exactement, donc c'est là qu'on se rend compte de la diversité qu'on a. Non, la réalité, c'est que je voudrais que tout le monde ait le réflexe export, que quand on va sur les salons, eh bien, on y aille ensemble et qu'on vende la marque France, qui est une marque formidable, parce qu'évidemment, on a les savoir-faire, on a les paysages, on a les produits, on a les gens, Et on a les artisans. et on a les contrôles. Et on est contrôleur. Oui, c'est toujours le petit twist de Non, fin. mais le contrôle, c'est important.
C'est un plus, c'est pas un moins. C'est vrai que c'est une valeur ajoutée, contrairement à certains pays qui, par exemple, regardez, il y a un ananas que tout le monde s'arrache en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'on est très réseaux sociaux, l'ananas rose. Oui. C'est un ananas qu'on ne voit pas chez nous. Pourquoi ? Pour simple raison qu'il y a des problèmes, justement, sanitaires sur ce produit. C'est pour ça qu'on n'en voit pas actuellement en France. Donc c'est vrai que chaque produit qui rentre sur le marché de Rungis a minimum 10 contrôles. Moi, j'ai de la chance, Faites très attention. j'ai les services de la DGCCRF. Ils sont sur place. Ils sont sur place, donc on les aime. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper et vous connaissez les produits qui sortent du marché international de Rungis. Un sujet qui n'a rien à voir avec l'agroalimentaire. Quand vous voyez des marques comme Shein s'installer au BHV, des géants chinois comme Black Sheep s'installer rue de Rivoli, ça vous peine ? On parle d'origine France, on parle du Made in France, on parle de notre fierté française, on n'a pas arrêté de dire bleu, blanc, rouge. C'est une cata. Moi, je n'aurais jamais fait le choix. Et malheureusement, je ne connais pas le monsieur qui dirige le BHV. Je n'aurais pas fait ce choix-là parce que, en réalité, on ne pourra pas résister compte tenu de la masse démographique de ce qu'est la Chine. 1 milliard d'individus. Vous vous rendez compte ? À ceux qui disent on a fait entrer le loup dans la bergerie, vous répondez quoi ? Je pense que, évidemment, le pouvoir d'achat fait que les gens ils choisissent le prix. Mais le prix, ça déstructure tout un système social. Et un système social. Parce que nous, avec nos prix, on paye des retraites, on paye un système de santé, on paye de la sécurité, on paye un pays qui fonctionne, de l'éducation, etc. Alors, évidemment, des pays qui n'ont pas ça, ils peuvent rentrer en concurrence avec nous, ça c'est sûr. C'est pour ça que moi je dis quand même, il faut que l'Europe commence à réfléchir au rapport qu'il a. Rapport de force qu'il entretient avec les autres. Bien sûr. Un tout dernier mot sur une note un peu plus positive avant de se quitter pour ces fêtes de fin d'année. Pour ceux qui n'ont pas encore finalisé leurs achats de Noël, ils ont bien raison puisqu'on veut acheter le plus frais possible. Ça veut donc dire le plus tard possible aussi pour certains, non ? Non, moi je dis que plus on y va au dernier moment, plus on se crée une pression pas possible, psychologiquement. Ah, c'est ma mère qui va être contente. C'est pas bon. Et là, vous avez le week-end pour préparer vos foie gras, pour faire... C'est maintenant. C'est votre chapon. Une semaine avant, c'est très bien. C'est très bien. Non, il faut anticiper. Il faut anticiper. Il faut anticiper ces fêtes de fin d'année et ces délicieux repas qui vont nous permettre de partager d'excellents moments de convivialité et de partage en famille. Merci infiniment, Stéphane Layani. Merci beaucoup à Tef Barbouche. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux en plateau et merci d'être venus avec de si beaux produits qui sont la vitrine et le rayonnement de Rungis en France. Merci beaucoup d'être venus. À bientôt, avec grand plaisir. On passe tout de suite à l'entretien culture. Au cœur du château de Versailles, à la tombée de la nuit, la mythique Galerie des Glaces accueille des visiteurs pour une visite spectacle d'exception, un moment baroque, hors du temps, à la découverte des grands appartements dans une ambiance absolument féerique. On regarde tout de suite la bande-annonce ensemble. Et on en parle avec nos deux invités autour de la table. Laurent Brunner, vous êtes directeur de Château de Versailles Spectacle. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes accompagné de Marie Gibaud, danseuse, dans ce spectacle événement. C'est vrai que c'est un vrai voyage dans le temps que vous nous offrez. L'idée, c'est de permettre aux visiteurs une plongée dans l'histoire de France, dans ce qu'a été le Château de Versailles. Je ne pense pas qu'il y ait plus beau cadeau pour les fêtes de fin d'année que de pouvoir se retrouver comme si on était Louis XIV ou sa cour,
dans le plus beau palais du monde, avec des danseurs, des musiciens, des acrobates, en costume, et qui font une sorte de spectacle, car c'en est un, mais en même temps c'est une visite du plus beau château. Tout ça sans avoir besoin de connaître l'histoire de France, au contraire on la découvre en parcourant, et ça c'est très beau. Quand on vous a proposé ce projet, j'imagine qu'on est tout de suite séduit par les lieux, par ce que ça signifie, par le cadre dans lequel on va danser, exprimer son art. Est-ce que c'est quelque chose qui était important pour vous? Oui, c'est important et à chaque fois qu'on arrive au château, on est vraiment émerveillé. Oui, difficile de ne pas l'être. Exactement. Et puis dans la galerie, on danse dans la galerie des glaces et voilà, chaque fois qu'on y va chaque soir, c'est quelque chose de magique. C'est assez génial d'imaginer que c'est une fois que les derniers visiteurs ont quitté le château, qu'il y a un petit peu plus de quiétude qui s'installe dans ce Versailles qui est quand même bouillonnant d'activité, que le spectacle Parcours du Roi peut commencer. C'est une aventure assez unique parce qu'elle est en décalage avec les autres visites et avec les parcours qu'on connaît. Oui, et puis parce qu'elle produit des événements artistiques différents de la journée. La journée, je visite le plus beau palais du monde. Le soir, pour ce Parcours du Roi, il y a la musique de cette époque-là, des chanteurs, des musiciens sur des harpes, sur des théorbes, qui chantent des musiques du XVIIe et du XVIIIe. Alors soudain, on est un peu surpris, c'est pas ce qu'on entend d'habitude quand on fait les courses dans les magasins. Et les danseurs, qui font de la danse baroque, dans la Galerie des Glaces, ne font que reproduire ce qui se faisait à l'époque. Et évidemment, c'est un dépaysement total. Avec bien sûr des costumes somptueux, chatoyants, ça enrichit la visite d'une manière totalement étonnante. Ça vous a demandé d'apprendre ces codes, de les maîtriser. La danse baroque, vous la connaissiez déjà. Comment est-ce que ça se passe quand on est danseuse? Non, on ne la connaît pas. Il y a une formation, notamment l'Académie, qu'on a créée au château de Versailles et qui nous permet de nous former sur ce style-là de danse qui est très codifié et qui est en relation étroite aussi avec la musique. Donc, ça doit être génial parce que ça va avec tout un pan de l'histoire. Donc on doit comprendre un certain nombre de rites qui explique finalement comment cette danse s'est installée, comment est-ce qu'on l'a pratiquée, dans quel contexte, avec qui, pourquoi. Exactement, oui, les scènes de vie à la cour, c'est ce qu'on veut aussi représenter pendant cette visite immersive du château. Et voilà, le chorégraphe Pierre-François Dolé a aussi permis ça et a chorégraphié ce Parcours du Roi. Vous l'avez dit, l'idée c'est de faire découvrir autrement Versailles. Là, ce sont les grands appartements. Est-ce que c'est aussi dans l'idée d'aller toucher d'autres publics par cette forme de mise en situation? Vous l'avez dit, on est comme des invités à la cour du roi. Oui, il y a un terme un peu qui marche partout maintenant, c'est immersif. Bon, c'est vraiment moi, je trouve ce terme très galvaudé, j'essaie de l'utiliser. Il est un peu vaste, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on dit. Là, je suis plus simple, je dirais, j'ai des enfants, j'ai ma belle-mère, je peux les emmener voir ça. C'est un spectacle, tout en étant une visite. Il n'y a pas de difficulté de compréhension, il n'y a pas un texte à apprendre par cœur, il n'y a pas une situation à avoir compris avant de venir. On profite, comme je pense à peu près à toutes les époques de Versailles, d'un lieu et de son histoire, mais positivement. C'est elle qui vient à vous, il ne faut pas aller la chercher. Et le roi, Louis XIV, c'était un excellent danseur. C'est lui qui institue ce qu'on appelle aujourd'hui le ballet. Et le ballet de l'Opéra de Paris, c'est l'héritier de cette académie qu'il a fondée il y a 5 siècles bientôt, et que nous avons restitué pour faire spécialement de la danse baroque. Parce que, oui, il n'y a pas de formation pour ça. On ne devient pas danseur baroque comme ça à l'école. Eh bien, pour pouvoir en danser pour des spectacles, pour le public, on le fait spécialement. On parle de promenade spectacle. Est-ce que c'est un genre dans lequel vous aviez déjà travaillé? Est-ce que c'est des choses que vous faisiez par le passé? Non. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert? Et qu'est-ce que ça crée avec le public? Non, j'ai découvert ça il y a 3 ans, quand j'ai fait l'académie et quand j'ai commencé au sein du château. Et on a une proximité avec le public qui est assez particulière et très intéressante. On est vraiment à 2 pas 2, quoi. Oui, on voit les réactions. On voit les réactions, tout à fait, les enfants, les étoiles dans les yeux des parents, des grands-parents et des petits, des enfants, c'est super. Est-ce qu'on doit être prêt à se laisser interrompre parfois par les plus petits, par des gens qui posent des questions, Non, quand on danse, on n'a personne qui nous pose des questions. C'est simplement du spectacle dansé, mais c'est bien. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Marie-Antoinette cette année? D'abord parce que s'il y a 2 figures qui ont marqué Versailles fortement, c'est Louis XIV et c'est Marie-Antoinette. Tout à fait. Dans notre cliché mental, ce sont les 2 figures qu'on pourrait associer fortement au château de Versailles. Et puis parce que, un peu comme Louis XIV, elle est un parangon de spectacle, d'art, de mode. Et elle a beaucoup fait pour ce domaine. Et donc, il y a beaucoup de musique qui a été faite pour son époque. Et quand on écoute, quand on voit, eh bien, on peut restituer très bien
un moment Marie-Antoinette dans le château de Versailles. C'est quoi, c'est un art de vivre? Vous parlez de ces menus plaisirs. Ces menus plaisirs, c'est quoi? C'est les passions avec un S de Marie-Antoinette? Alors ce sont celles de toute l'époque, mais le souverain a la faculté de faire des fêtes et des moments de divertissement très forts. D'abord parce que c'est un organe de la cour de faire des fêtes, c'est vraiment spécifique. C'est partie vraiment de l'étiquette. Oui, d'ailleurs aujourd'hui encore, vous avez des grandes fêtes en France, faites par la cour, on les appelle autrement, mais le défilé du 14 juillet par exemple, c'est ça. Et c'est vraiment une réalité de l'époque qu'on peut encore apprécier aujourd'hui, parce que la danse c'est très sensuel pour nous, c'est une chose qu'on comprend, on la pratique évidemment moins sous la forme baroque, mais le costume, le rapport à la musique, avec des musiciens qui sont vraiment là, et puis on ne fait pas que cette partie de danse dans la Galerie des Glaces, il y a aussi d'autres moments dans d'autres espaces du château, et ça enrichit le tout de manière éblouissante. Et puis la Galerie des Glaces où Louis XIV est partout dans la voûte, eh bien soudain son art à lui est aussi là, ainsi que la musique de Marie-Antoinette. Musique d'ailleurs très spécifique, puisqu'on a demandé un choix, qui est la musique du Chevalier de Saint-Georges. Ce compositeur antillais, c'est le premier compositeur américain, au vrai sens du terme, puisqu'il vient des Antilles. Et il a été si célèbre en France, si proche de Marie-Antoinette, qu'il a failli devenir le directeur de l'Opéra de Paris. Incroyable. Et sa musique, bien sûr, oubliée, eh bien, nous la restituons, elle est magnifique, et musique de danse très belle. Qu'est-ce que vous avez découvert sur le personnage de Marie-Antoinette au contact de cette visite spectacle? Que c'était une dame vraiment portée par ses passions, amoureuse de la nature, de la mode, des jeux, voilà, qu'elle aimait beaucoup danser, qu'elle assistait à énormément de balles et de spectacles au sein du château. Et c'est vrai qu'on peut redécouvrir cet amour et ses passions dans cette découverte. On va parler un peu du déroulé, vous en avez déjà dit un mot tout à l'heure. On va commencer dans l'escalier Gabriel où l'on découvre un duel à l'épée. Ça, c'est assez génial aussi de nous faire découvrir des moments qu'on a oubliés aussi de l'histoire de France et des pratiques qu'on a perdues. Ah oui, la noblesse de l'époque, elle apprend le chant, la danse, bien sûr l'escrime, parce qu'il faut pouvoir se battre, l'équitation, parce qu'on est à cheval tous les jours, et ce qu'on va appeler les humanités. Mais pour nous, évidemment, c'est plus éloigné. Faire de l'escrime, c'est rare. Eh bien, pas plus peut-être que de faire de la danse baroque. Et par contre, ça parle très bien à une jeune génération, le public enfant, vraiment... Quand ça se bat à l'épée dans le château de Versailles, château, épée, ça va très bien ensemble. Et en même temps, c'est une pratique de l'époque et c'est bien sûr de l'escrime artistique, ils ne se battent pas en vrai. Mais c'est intéressant de savoir que l'escrime a un domaine réellement d'escrime artistique. Pourquoi est-ce qu'on se battait? Ça servait à quoi ces duels à l'épée? À restaurer l'honneur déchu? Le duel est déjà interdit à l'époque de Louis XIV, mais il a toujours été en effet question d'honneur. L'honneur est une notion qu'on a sans doute un peu perdue aujourd'hui parce qu'on ne travaille plus sur les mêmes valeurs, mais elle est fondamentale. Qu'est-ce que le Cid de Corneille sans, entre guillemets, cette notion d'honneur, mais vous le retrouvez partout. Et le fait de le faire à l'épée, c'est simplement que c'est l'arme, entre guillemets, l'apanage du noble qui a une épée. On se dirige ensuite vers le Salon d'Hercule, qui est un lieu unique où s'illustrent quand même tous les codes de la monarchie, le faste de la monarchie. Et là, on peut assister à des chants et des théorbes. Il va falloir nous expliquer ce que c'est. Le théorbe, c'est une sorte de guitare quelque part, mais elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus mélodieuse, et elle sert un peu moins à faire de la danse rapide et plus à faire des mélodies et de l'accompagnement. Donc c'est un très grand instrument, et en même temps, il accompagne parfaitement la voix. Alors dans un salon comme celui-là, qui est vaste, qui est somptueux, un plafond extraordinaire, un grand tableau de Véronèse au mur, qui est le premier moment où le public arrive dans une salle d'apparat, eh bien là il a un moment de musique et souvent ces moments de musique c'est ou en français ou en italien, un peu les deux, une chose qu'on connaît, une chose qu'on connaît moins. Ça permet d'avoir tout de suite une première approche. Les enfants sont devant, assis au premier rang, enfin dans les premiers rangs parce qu'ils sont souvent nombreux et ça crée tout de suite une écoute. On continue avec l'incontournable Galerie des Glaces pour des réjouissances autour de la danse et de la musique, avec cette idée que les courtisans se pressent autour de Marie-Antoinette. Comment est-ce que vous vivez ce moment? Dès que la musique commence, on arrive, et quand on interprète notamment le rôle de Marie-Antoinette dans ce spectacle-là, c'est fou, quoi. On apparaît et on est là, on est présent. Est-ce qu'il y a un moment dans votre tête où vous ne savez plus très bien qui vous êtes ni où vous êtes? Parce que moi, je trouve qu'il y a le côté un peu parenthèse, enchanté dans ces expériences. Quand on ressort, on se dit « Ok, j'ai vécu quelque chose qui est tout à fait hors du temps, et donc je dois revenir à moi-même, à ma vie, reprendre un RER, un métro. » Bon, c'est assez désarmant. Oui. Est-ce que vous avez ce sentiment en tant qu'artiste? Complètement. Souvent? Oui, souvent. J'imagine volontiers. On continue avec la salle du Sacre, encore un lieu absolument magnifique où on peut découvrir du chant et de la harpe. C'est toujours magnifique de découvrir un concert de harpe.
Oui, et puis avec des œuvres qui sortent plus de l'ordinaire musical, par exemple une œuvre de Rouget de Ligne sur la gloire française, c'est assez passionnant, ou un morceau de Così fan tutte ou des Noces de Figaro de Mozart selon les soirs. Et puis l'harpe, parce que c'est un très bel instrument d'accompagnement et ça sonne magnifiquement. Dans cette salle du Sacre où il y a le tableau de David sur le Sacre de Napoléon, tout de même, c'est absolument extraordinaire et ça permet de remettre une fois de plus l'histoire au cœur du château et le public au cœur de l'histoire, mais dans un dialogue qui est très poétique. On finit avec la Galerie des Batailles où on assiste à un spectacle d'illusion qui pourrait bien être le cadeau idéal de Louis XIV à son fils, le Dauphin. Là, qu'est-ce que vous avez voulu créer? C'est presque un spectacle de magie. Alors ça ressemble vraiment à un spectacle de magie, surtout pour une partie du public enfantin qui se laisse encore plus savoir que les adultes, quoique même pour eux c'est assez fonctionnel. Sur ce côté, donc on fait aussi participer une partie du public chaque soir et voilà, il fait quelque part le témoin actif et on obtient ainsi une forme qui est plus théâtrale. Cette fois-ci il y a du texte, on parle. Oui. Et en même temps qui correspond bien à toutes ces pratiques qu'on aura données durant toute la soirée, de la musique, de la danse, aussi entre guillemets du théâtre et de l'escrime. Et ça fait presque, on va dire, l'ensemble. On a l'ensemble du spectacle à la française. Alors justement, est-ce que ça ressemblait vraiment à ça, les soirées qui étaient menées à la cour de Versailles? Il y avait à peu près 3 fois par semaine, du temps de Louis XIV, des soirées d'appartements où tout le grand appartement, donc le même espace, était utilisé. Alors une salle pour une pyramide de choses qui se mangent, une autre salle pour de la danse, une troisième salle où le roi joue au billard et les dames sur des tribunes regardent le roi jouer au billard. On jouait beaucoup aux cartes, notamment. On jouait aux jeux, notamment de cartes. On jouait beaucoup aux jeux d'argent, globalement, donc toutes sortes de jeux. On aime bien risquer quelque chose. Alors, les courtisans risquent beaucoup quand ils sont à la guerre. Les dames risquent beaucoup quand elles sont au salon de jeu. Mais c'est une pratique de l'époque. Je rappelle, il n'y a pas la télé, il n'y a pas la radio. Il y a plein de choses que nous n'avons plus parce qu'on a remplacé. Donc, l'époque est très forte sur le jeu. Et puis, le jeu n'est pas très bien vu par l'Église. Alors, ça tombe bien. C'est un peu un divertissement secondaire. Et c'est un jeu de fin de soirée. On aime bien jouer en fin de soirée. Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous comprenez des regards émerveillés de ceux qui viennent voir ces visites spectacles? Qu'on fait bien de faire ce que l'on fait et que ça plaît et que c'est chouette de proposer ce genre de programme. Et vous l'avez dit, c'est vraiment un programme pour toute la famille qui est l'occasion pendant ces fêtes de fin d'année d'être quand même, on est dans une période féerique, on est dans un moment particulier du calendrier, ça s'y prête quand même particulièrement bien. Je pense que pour le petit garçon qui rêve d'être chevalier ou pour la petite fille qui rêve d'être princesse, ce genre de soirée dans le château de Versailles, c'est très illustrant. Pour un cliché qu'on aurait dans la tête, soudain il est en vrai. Et toute la soirée, comme ça, même quand elle se termine par une surprise un peu plus moderne, que j'ai voulu un peu spéciale, un Père Noël Louis XIV, eh bien ça permet d'avoir la complète de Noël et même un peu de feu d'artifice à un moment. C'est ce que sait faire Versailles. Parce qu'il a aussi créé... Émerveiller et surprendre. Oui, Versailles a beaucoup été créé pour faire la fête. C'était une cour jeune et ils avaient une durée de vie plus courte. Alors, finalement, on profitait de la vie, c'était brûler la vie. Oui, brûler un peu la vie, le tout de manière carrée tout de même. Mais cette volonté de faire la fête, on la connaît toujours aujourd'hui. Et là, soudain, pour Noël, on est plus dans un émerveillement que dans la fête. Alors, c'est parfait. Le parcours du roi qui est à découvrir au château de Versailles et ce jusqu'au 3 janvier 2026. Dépêchez-vous de prendre des places, elles partent très vite. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à la chronique gastronomique. C'est parti pour C'est tout bon. Et comme tous les jeudis, on retrouve l'excellente Laurence Aloche. Bonsoir, ma chère Laurence. Bonsoir. Là, vous avez pris soin de nous, j'ai remarqué. À 7 jours du réveillon, vous nous proposez une série de cadeaux de dernière minute. Vous vous êtes dit, ils vont avoir oublié de faire certains cadeaux. Il va leur manquer quelque chose à nos épicuriens préférés. Alors, vous avez créé une sélection qui s'adresse évidemment à ceux qui aiment manger, à ceux qui aiment faire la bonne chair. Et à chaque profil, vous avez trouvé une attention particulière. Alors, on commence par qui et par quoi? On commence par quelqu'un qui vous est très cher, peut-être une grande tante que j'imagine en bord de mer, dans une villa, où elle a l'habitude de manger peut-être à Granville des bulots, qui sont de plus en plus rares malheureusement, et qui aime aussi à la fois l'iode, et puis qui, à son âge, avoue un penchant. Elle est bec sucré, c'est évident. D'accord. Et là, vous avez une création parfaite pour elle, qui est à la fois une mousse au chocolat, que l'on va agrémenter de caviar.
Oh, qu'est-ce que c'est Alors, chic. c'est une création qui est une collaboration en fait entre la maison Caviari, deux grandes maisons, deux grandes enseignes qui sont très connues dans le monde de la gastronomie, qui sont d'un côté Caviari pour le caviar et Valrhona pour le chocolat. Oui. Valrhona, vraiment, et très souvent, on les retrouve sur les cartes des grands restaurants et chez les pâtissiers également. Alors, c'est une création en fait. Vous allez avoir dans cette petite boîte jaune, le jaune qui correspond aux 50 ans de la maison Caviari. Vous allez avoir donc votre petite pellicule de chocolat. C'est de la République dominicaine, pardon, excusez-moi. Et puis dessus, vous allez mettre votre petit caviar, à peu près 20 grammes d'ossiètre. Et puis vous allez plonger votre cuillère, vous lui direz avec sa petite cuillère en argent, elle ira plonger. Et puis elle tombera sur un praliné à la coriandre, praliné noisette coriandre. Voilà, c'est un cadeau, je trouve, assez original. Et pour le coup, on peut offrir du caviar pour 59 €, c'est le prix de cette boîte. C'est à la fois assez chic quand même et assez accessible. Le caviar sans canaille. C'est gourmand et inattendu au niveau des tout à saveurs. fait. Je suis sûre que c'est une découverte géniale. Mais on trouve de plus en plus de caviar maintenant qui est associé à des nouveaux modes de consommation. Et notamment sur le sucré, il y a pas mal de propositions qui sont faites. Alors, on va aller du côté de chez Volzenka. Il propose de caviarder, lui, de la viennoiserie. Ça donne quoi ? Ah oui, alors, ils sont très audacieux. C'est une jeune maison. Ils ont des bassins d'élevage d'esturgeons en Grèce, notamment. Et alors, eux, leur idée, c'est que vous puissiez manger du caviar comme vous allez vous offrir de temps en temps en fin de semaine, pour un moment un peu privilégié, une coupe de champagne. D'accord. Donc, on désacralise le caviar et on y va sur le sucré avec, par exemple, sur des petites madeleines, vous allez mettre quelques grains de caviar. Vous pouvez aussi sur des mini croissants, parce que le grand croissant, ça réclame quand même une dose une quantité assez conséquente. astronomique. Voilà, il n'y a pas plus snob, mais ça correspond à une tendance. Et ça marche sur de la viennoiserie de qualité, c'est bon ? Si la viennoiserie est de qualité, ça fonctionne. Si les deux produits sont de qualité, ça fonctionne. Moi, je me disais un matin, avant que le petit minot se réveille, vous êtes à 2 au petit-déj, ça peut être une idée pour le 25 assez sympa à s'offrir. Très bonne idée qu'on se note et ça donne des très jolies réalisations. Je trouve que le contraste est magnifique. On revient à nos cadeaux et là, on veut gâter un cousin ou une cousine végane, végétaliste. C'est l'idée ? C'est l'idée, c'est totalement l'idée. On oublie le caviar, du coup. Non, on n'oublie pas le caviar. Ah non, d'accord. Ça porte encore le nom. Mais ça n'est pas du caviar d'esturgeon. Alors, vous savez, vous avez maintenant du chocolat, sans chocolat, vous avez vu ça. Et là, on est sur une création de deux jeunes femmes, Lucille et Émilie, qui fabriquent en Île-de-France ce caviar qui est végétal. Alors, c'est un caviar qui est fait à partir de graines de chia. Pour le côté iodé, il y a 3 versions, mais pour le côté iodé, vous avez graines de chia, du vinaigre, du jus de citron, du soja. Et alors, à la dégustation, c'est bluffant ? Alors, bluffant, c'est assez bien fait. Okay. La texture, vous n'allez pas retrouver le croquant d'un grain de caviar. Si vous voulez un test, si vous mettez 3 grains de caviar et que vous les faites rouler, ils doivent se séparer immédiatement. Graines de chia, vous n'y arriverez pas. Ça reste collé. Ça reste collé, oui. Il y a une texture un peu, je ne vais pas dire gluante, parce que ce ne serait pas sympathique pour la qualité de ce produit qui est vraiment intéressant, qu'on peut associer à des œufs mollets, par exemple, du chèvre, des fromages. Et vous avez une version truffée, une version acidulée. Je trouve que c'est assez amusant pour surprendre quelqu'un qui va dire « Oh non, mais j'en en veux pas ». Non, surtout pas. Et en fait, il se laisse surprendre. Oui, c'est Moi, j'aime bien le nom, c'est joli, ancré. Oui. Parce qu'on est vraiment ancré à la fois dans le terroir, à défendre les produits naturels. Alors la graine de chia est tendance, mais pour les algues, j'allais oublier, bien sûr, il y a des algues dans celui qui est iodé. Mais ouais, elles sont sympathiques et elles sont très engagées dans leur marque et leur maison. Alors maintenant, on veut convertir un membre de la famille carnivore au plaisir d'une cuisine plus légumière, autour de nos légumes chéris. Oui, alors moi, il y a une personne qui me semble être le meilleur ambassadeur, c'est le chef du Sud-Ouest qui aime le foie gras, le canard, et je parle de Yves Cantbord. Alors vous pouvez toujours inviter et faire un très joli carton d'invitation pour aller chez Alain Passard. Ce n'est pas donné. Je préfère au prêt bancaire, le prêt que nous présente Yves Cantbord dans son livre qui s'appelle Potager. Il a délaissé ses affaires à Paris, comme vous le savez, et puis il est parti pendant 1 an, il s'est baladé dans toute la France, il a rencontré tous les chefs connus, moins connus. Alors bien sûr, il y a Glenn Viel, vous aurez Alain Passard dans la Sarthe, mais vous aurez aussi Sébastien Brasse. Il est allé les rencontrer, il est allé voir leur potager et il en parle magnifiquement dans ce livre. Vous avez 50 recettes à partir plutôt du végétal, ça met le légume vraiment à l'honneur. Et puis si vous offrez ça à votre papa ou à quelqu'un qui est un peu réticent, je suis sûre que l'année prochaine, vous lui offrez la binette, le bon pour les plants de tomates. Il y aura les tomates à planter sur le balcon, c'est sûr. Et au-delà de ça, je trouve que c'est un joli soutien. On sait que le monde agricole en ce moment a beaucoup de difficultés et nos maraîchers aussi méritent d'être soutenus. C'est eux qui nous nourrissent.
Et comme c'est eux qui nous nourrissent, on prend soin d'eux et on achète un livre qui les célèbre. Exactement. Et on fait honneur à ces légumes qui sont faits encore de façon artisanale. On continue avec un autre cadeau utile, une mère à offrir à sa mère. Vous voyez où je veux en venir ou pas trop? Pas du tout. Je sèche. Alors, il y a de plus en plus de restaurateurs qui, vous le savez, font leur kombucha, leur pickles et leur vinaigre. Oui. Et le vinaigre, il a pour commencer à être créé, en fait, il a besoin d'une mère. La mère, c'est ce petit film, ce biofilm qui est à la surface de votre vinaigre et qui est fait avec qui crée à partir de bactéries acétiques. Ok. C'est cette petite pellicule. Vous vous transformez en vrai scientifique. Non, mais moi, j'adore le vinaigre. J'adore dans votre petit laboratoire. Le seul problème, c'est que souvent, il faut mieux en avoir une. Pas facile d'en réclamer une à quelqu'un qui l'a fait depuis longtemps. Vous pouvez aussi la faire à partir des restes de vin. Hein. On est bien sûr sur des restes de vin, c'est mieux en dessous de moins de 14 degrés. Et à ce moment-là, vous allez faire, ça prend plus de temps, mais vous allez créer votre propre mère dans un vinaigrier. Et j'ai trouvé une très très belle réalisation qui est celle de Philippe Mille. Philippe Mille, il est à Reims. Il a un restaurant qui s'appelle Arcane. Il était au Crayères avant. Et lui, il a fait cette très jolie, c'est fait à partir des mérins de tonneaux. Il a fait ce très bel objet pour faire votre vinaigre. Je trouve ça magnifique comme objet. Ah, mais c'est non seulement un très bel objet, alors il a un certain coût, je vous le cache pas, mais voilà, c'est toute la vie. Vous la gardez, votre mère, pour toute la vie. On dit quand même le prix, bien, 380 €, mais c'est un très bel objet et en plus, qui, vous l'avez dit, est fait pour durer toute la vie. C'est une mère éternelle. Alors moi, ce que je me note, c'est qu'il n'y a pas de vinaigre sans huile. Et oui, évidemment. Alors si je vous dis huile, franchement, offrir un cadeau, avoir une petite bouteille d'huile d'olive. Vous m'aviez offert une huile d'olive à la truffe que j'ai toujours dans ma cuisine parce que ça s'utilise avec parcimonie. Exact. Et qui est extrêmement parfumée. Et je me rends compte tous les jours à quel point c'est précieux d'avoir de belles huiles chez soi. Je vous laisse continuer. C'est vrai que toutes les huiles artisanales, je valorise, je défends vraiment ces huiles artisanales. Pour le coup, si c'est pour Noël et que vous voulez faire un cadeau d'une très belle huile, vous allez la trouver dans un flacon qui ressemble à un flacon de parfum. C'est un verre qui est taillé, il y a une petite bague en bois. C'est Estoublon qui fait ça, ils sont en Provence. Ils avaient créé ce modèle en 2007 et puis ils ont relancé tellement ça a eu de succès. Donc on est vraiment sur une huile qui est à la fois très très chic pour la présentation, mais aussi pour ce que vous trouvez à l'intérieur, parce que ça reste le plus important pour moi. Hein. Et donc vous avez là des variétés qui sont la berruguette, le bouteillant, la grossane, la pitcholine, trop mignon, pitcholine par contre. Et en plus, ils ont un conservatoire d'olives, donc ils vont chercher des espèces anciennes. Ils font leur petit mélange. La cueillette se fait sur des parcelles très choisies. Vous avez une cueillette à la main. En 12 heures maximum, c'est passé au moulin. Et vous avez cette huile qui est vraiment de grande élégance, quoi. On est sur un produit très hors norme. Et pour le prix aussi, on est à 190 €, mais c'est un très bel objet. C'est un très très bel objet. On reste sur un flacon d'huile d'olive et une idée là encore très originale. On est chez Saint-Père, à Paris. On est chez Saint-Père et on est chez Caroline Petit-Mazon, qui a créé cette maison. Je vous en avais déjà parlé et je ne vous n'avais pas abordé à l'époque, je crois, la possibilité d'acheter. Alors c'est un super cadeau parce que vous allez avoir, je veux dire, c'est un cadeau à diffusion. Vous allez offrir d'abord le joli contenant. Oui. La signature de cette femme, c'est des motifs plutôt graphiques, noirs, très très fins, sur de l'ivoire, pas du blanc, c'est moins chic. Et à ce moment-là, vous allez acheter le contenant, 50 ou 75 centilitres, et puis vous allez pouvoir dire à l'heureux élu qui aura reçu ce présent qu'il pourra aller dans la boutique qui est rue des Saints-Pères. Pour son premier tirage d'huile d'olive. Pour son premier tirage, qui est gratuit. Oh, trop et ce sont des huiles, parce que Caroline est une épicurienne, et je peux vous assurer que quand elle choisit, il y a 4-5 producteurs qu'elle choisit, ça peut être la Sicile, l'Espagne. On est sur de la sélection pointue. On est sur la sélection très pointue, et là vous allez remplir votre petit flacon, et je trouve l'idée vraiment sympathique. Parce qu'en plus, voilà, ça se prolonge. Oui, c'est un cadeau qui dure et on adore les cadeaux qui durent. Il va servir. On continue pour nos becs sucrés. Un enfant ou un littéraire, vous avez trouvé la belle histoire racontée par la Maison La Durée. Oui, je voulais vous parler du petit cadeau macaron, etc. Parce que c'est vrai qu'à Noël, le paquet compte beaucoup. Et je trouve que chez La Durée, ils font toujours un effort sublime parce que vous avez à la fois, alors, pour les littéraires, justement, le Petit Prince. Voilà, c'est formidable. Et là, vous avez un assortiment. Et puis, vous avez aussi des pyramides. Et je trouve que le coffret, à ce moment-là, compte plus qu'à un autre moment. Oui, c'est un cadeau magnifique à offrir. On participe au dîner, cette fois-ci. On veut se démarquer des desserts habituels, la bûche notamment, qu'on voit un peu beaucoup sur les tables. Qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on amène ? Panettone. À l'entrée, vous prenez celui de Geoffrey Cagne qui est au spritz. Et
En dessert, vous avez celui de chez Petrosian. Étonnamment, il n'est pas au caviar, mais à la truffe, avec Christophe Louis, qui est le roi du panettone français. Et là, vous avez quelque chose de vraiment très intéressant. Il y a un gouda fumé truffé. Oh. C'est excellent. Je l'ai fait déguster à la rédaction. Ils étaient un peu réticents. Non, parce que la mie est tellement moelleuse. Je ne sais pas si on parle de mie pour un panettone, mais c'était très, très bon. Et c'est un luxe plutôt accessible, pour faire plaisir à des amis. On est autour de 29 €. Enfin, un petit déco, art de la table. Rapido. Oui, rapido. Rapido. Mais oui, parce que en ce moment, la tendance, c'est des bougies très fines. Et puis, c'est ce modèle que les gens qui ont vécu dans les années 60 connaissent bien. C'est souvent des rééditions, sinon vous les retrouvez. Ça s'appelle le BMF et c'est Stoff Nagel qui avait créé ça. Et je trouve que ça n'est absolument pas démodable. Et au contraire, ça fait des très jolies tables, que ce soit pour le 24 ou le 31. Puisque je ne serai pas là pour en reparler. Ah non, évidemment, on s'offre des vacances et on a bien raison. Mais je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année. Et nous aussi, merci de nous régaler. Merci de nous avoir régalé toute cette année avec des propositions aussi gourmandes que pointues. C'est vraiment votre signature. On est ravis de vous avoir avec nous dans l'émission. Décidément, je suis fatiguée, moi aussi, c'est ma dernière vacances. On se revoit en janvier avec tout le bonheur du monde. Merci beaucoup, ma très chère Laurence. Demain, vous retrouvez Damien Canivez. Et la semaine prochaine, on vous a concocté une petite semaine de Noël. Très bonnes vacances à ceux qui partent ce soir.